pouvait t'arriver. Puis ce qui était devant moi, même si je l'ignorais, ben, c'était d'être prête, puis d'accueillir ça avec un espèce d'esprit un esprit positif, puis de voir qu'est-ce qu'on allait faire avec les imprévus, parce qu'il y en avait. Il y en a eu à chaque jour. Salut Caro. Salut Loïc, ça va? Oui, bienvenue sur le podcast des Frappés. Très très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Un grand merci à Maxime d'ailleurs, j'en profite au passage, grâce à qui cette conversation peut avoir lieu. Maxime qui était notre tout premier invité, qui m'a très gentiment mis en relation avec toi. Écoute, je suis impatient qu'on puisse échanger sur ton parcours, que honnêtement j'ai trouvé absolument incroyable. J'en dis pas trop puisque tu vas te présenter dans quelques instants, mais cinéaste, exploratrice, aventurière québécoise, trail runneuse, enfin la liste est vraiment longue. Tu nous diras comment tu fais pour faire tout ça à la fois. Peut-être sans en dire plus, je te laisse te présenter. Qui est Caro? Que fait Caro? Ah, ben, c'est super gentil de me recevoir. Puis j'ai pas encore eu la chance d'écouter le premier épisode avec Maxime Grimard, mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je crois que c'est un capitaine de bateau. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est un super Ouais. navigateur. Puis j'ai eu la chance de faire quelques voyages avec lui à bord du Esprit de Corps. Donc je le remercie de nous avoir mis en lien, c'est sûr. Pour ce qui est de ma présentation, je dirais qu'à la base, j'étais une cinéaste d'aventure. J'étais une personne très réservée de nature. Je suis quelqu'un qui était assez timide quand j'étais toute jeune. Puis, par le sport, par l'aventure, ben, j'ai repris confiance en moi. Puis, c'est sûr qu'en étant derrière la caméra, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont des super explorateurs, des super aventuriers devant la caméra. Donc, ben, ça m'encourage un peu à faire la même chose. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis finalement, ben, à force d'être entourée d'experts puis de gens qui m'inspiraient, ben, de plus en plus, je me suis mis à faire de l'aventure, puis je me suis retrouvée en Antarctique à faire des expéditions d'une trentaine de jours, ou sinon faire des plus longues courses, puis des voyages de canot pendant 2 mois où je filmais tout ça pour faire des documentaires. Fait que ça ressemble un peu à ça. Waouh! Génial. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Parce que c'est ça que j'ai bien aimé dans ta bio personnellement. Tu sais, sur le podcast, on parle de détermination, de dépassement, de résilience. Et l'aspect dépassement, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé quand j'ai lu ton parcours. Parce qu'en fait, si je me trompe pas, il y a eu un changement un peu soudain, en tout cas dans ta vie pro et forcément dans ta vie perso. Ouais, exactement. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans une boîte de pub. Donc ça m'inspirait vraiment plus. J'avais de la difficulté à me lever le matin puis à me dire que c'est ce qui m'allumait. Donc ben, c'est là que j'ai décidé de faire un changement drastique puis de me retrouver à l'extérieur avec une caméra dans les mains puis de suivre des gens en haut de montagnes. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers en particulier? La montagne, c'est là où, je crois qu'on devient rapidement assez humble, heu, devant, des choix qui concernent l'itinéraire, le terrain, la météo. Tu sais, après avoir passé une nuit, dehors dans des conditions, assez fraîches, remettre ses bottes le matin, ça nous donne une petite dose d'humilité, là. On se dit, bon, ben, on est vraiment face à nous-mêmes, on peut pas se cacher, puis, la montagne, c'est ce que ça montre, c'est, les plus mauvais côtés de nous, Ouais. dans chaque pas du sommet, mais aussi, de la redescente où, il y a toujours des imprévus donc ouais, c'est une belle dose d'apprentissage, les montagnes, puis c'est comme ça que je les vois, ouais. Ça me fait un peu penser à ce que Maxime justement disait dans son épisode que, bon, en l'occurrence, lui, c'était sur l'océan, mais il disait que sur l'océan, tu peux pas te mentir, tu peux pas mentir sur qui tu es. Et je retrouve un peu ça dans ce que tu dis, tu vois, en montagne, les éléments font que, bah, en fait, tu es toi avec les bons côtés et peut-être les challenges aussi. Ah, je suis vraiment d'accord, mmh.
Est-ce que tu peux peut-être nous parler de XP Antarctique? Je sais pas si je l'ai prononcé correctement? Ouais, oui, super bien, Expo Antarctique, c'est 5 Québécois, qui ont décidé, en 2014 de créer, une équipe pour, aller sur la péninsule antarctique et suivre, un itinéraire qu'on avait, décidé de prendre tous ensemble, pour explorer une région qui avait jamais été, visitée avant, puis monter des sommets vierges. Mais, à la base, c'était vraiment pour inspirer des gens, à vivre l'aventure, par, le documentaire qu'on allait créer, puis par des publications qu'on allait faire aussi. Les gens du Québec, les gens, qui allaient suivre, notre aventure. C'était aussi, la possibilité de faire des recherches sur, le corps humain qui est, dans des conditions extrêmes. Il y avait quelqu'un de l'Université du Québec à Montréal qui allait suivre, notre traversée, notre expédition pendant 30 jours. Puis elle restait sur, OK. le voilier, aux abords de la péninsule et dès qu'on allait revenir sur le voilier, ben, elle allait prendre des tests, par rapport à notre salive, des échantillons de cheveux, par exemple. Donc des études qui étaient assez poussées, puis qui ont donné, des beaux documents par rapport, au corps humain, qui était poussé dans des conditions extrêmes. Puis on avait aussi à tester les chandails, de l'Agence spatiale canadienne. C'était un peu un Excellent. test ouais, donc c'était un test pour eux de pouvoir, le faire porter à des femmes et des hommes, assez jeunes dans des conditions comme, celles qu'on allait vivre en Antarctique, qui étaient peut-être similaires à ce que, des, astronautes allaient vivre, dans l'espace. Donc, on a testé ces chandails-là qui permettaient de recueillir notre chaleur corporelle puis d'autres indicateurs aussi. Puis, ça ressemblait à ça pour, les raisons pour lesquelles on voulait aller, là-bas. Puis, ça s'est fait en 30 jours. Il y a eu quelques péripéties là-dedans, mais, je crois qu'on s'en est Donc bien tirés. 30 jours sur place, hein, j'imagine? Parce que le temps d'y aller et cetera, vous êtes allés en bateau en plus, tu disais? Ouais, donc, traverser le passage de Drake, en voilier. On voulait limiter notre apport, de carbone. Fait qu'on a décidé de vouloir le faire, en voilier aller-retour. Donc c'est environ, 5 jours, ou 7 jours, à chaque fois pour rejoindre, Ushuaia. Oh là là, ça fait rêver et tu les en termes de conditions, qu'est-ce que ça donnait? Parce que j'imagine que si vous aviez une chercheuse qui étudiait, l'impact du corps humain, enfin sur le corps humain de conditions extrêmes, c'est que les conditions devaient être extrêmes, j'imagine? Ouais, ben, la seconde fois où je suis allée en 2019, les conditions étaient vraiment, clémentes, plus en janvier et février. Donc c'est l'été là-bas, en Antarctique hem, qui est quand même assez accessible pour l'homme, où il y a des températures qui avoisinent les -30, les -20. Puis des fois, faut savoir que, heu, sur les berges, c'est vraiment plus chaud. Puis en 2019, quand j'étais allée, les températures étaient vraiment plus hautes, parce que j'étais allée, plus tôt, là. Donc Mmh. ça a été pas si pire, pas si mal, mais la première fois, en 2014, on a eu des conditions qui étaient beaucoup reliées à une météo très changeante où, il y avait plusieurs white-out, des grands voiles blancs, là, qui se dépassent où on voit rien, quand on avance. Donc, c'était, assez challengeant de pouvoir, tracer, de pouvoir avancer dans ces conditions-là. Et donc sur ces 30 jours, par curiosité, parce que je sais pas, on peut le trouver le documentaire que vous avez fait, à la suite de cette expédition Expé ou pas Antarctique, vraiment en ligne? donc Ouais, on l'a amené au cinéma, au Québec. C'est un documentaire qui est pas en ligne parce qu'il est c'est un documentaire de, je crois, 1 heure. Donc il y a OK, la bande-annonce qui est disponible. J'ai d'autres films ouais. qui sont en ligne, mais celui-là, ne l'est pas. Malheureusement ou heureusement parce que c'était mon premier Ah! documentaire. Ouais.
OK. Bon et du coup, sur cette expédition de 30 jours, comment vous planifiez, votre agenda du coup? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu as parlé d'ascensions, de sommets, qui avaient jamais été faites avant. Comment vous avez déterminé, ouais, l'itinéraire, la logistique, l'organisation? Comment ça se passe? Donc, moi, je suis arrivée à la toute fin de la préparation. J'étais arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe parce que, le but, c'était de filmer, tout ça, de le documenter, mais, tout le trajet avait été, assez réfléchi d'avance par, le leader de l'expédition qui s'appelait Alexandre, Biette, et Marina Lançon. Qui travaillait sur le projet depuis, au moins peut-être 2 ans là, avant. Donc Ah oui, d'accord. aller là-bas, c'est aussi, faut savoir, louer un voilier pour autant de temps, c'est des milliers de dollars. On parle de d'un bon montant là, donc c'est de parler beaucoup avec, le capitaine, du voilier qui nous accompagne. C'est des voiliers très, qui sont faits avec des composites qui sont prêts à aller en Antarctique. Donc, c'est beaucoup de gestion entre, l'équipe qui va se retrouver sur le terrain et le bateau, qui va être là pour nous accompagner. Puis comment ça s'est passé sur place? Ben, c'est qu'on a eu, la malchance d'avoir quelqu'un dans notre équipe qui a eu une mononucléose. Ah mince, ah oui. Je sais pas si c'est un bon, ça a été une bonne, semaine, assez intense où, la personne n'était plus capable de se lever, puis, quand on a ça à la maison, bon, on reste au lit puis ça passe. Mais, quand c'est, dans une tente, où il y a des vents qui volent à des kilomètres et des kilomètres à l'heure, c'est super, c'est pas évident à gérer tout ça, mais, finalement, Ouais, c'est clair. il s'en est remis. Fait qu'on on a été capable de continuer l'expédition. Mais aussi, ben, ça a été, des quelques chutes là, dans des énormes, trous de glace, qui étaient sur le terrain. Donc, la préparation pour tout ça, ben, c'est sûr que c'est plus une préparation d'équipe. Faut savoir, faire confiance à la personne avec qui on est encordé. Puis c'est la Oui. base, hein, c'est faire face à l'inconnu. C'est vraiment le plus grand, des conseils que j'ai reçus avant de partir. C'était de dire que tout pouvait arriver, puis ce qui était devant moi, même si je l'ignorais, ben, c'était d'être prête, puis d'accueillir ça avec un esprit positif, puis de voir qu'est-ce qu'on allait faire avec, les imprévus. Parce qu'il y en avait, puis, il y en a eu à chaque jour. Avoir le mindset, enfin essayer d'avoir le mindset, essayer de comprendre en tout cas le fait qu'il faut être prêt à tout, j'imagine que c'est une chose. Mais après, réagir comme on voudrait réagir face à l'inconnu, au milieu de l'Antarctique, enfin comme tu dis, l'exemple de la mononucléose par exemple, c'est un truc de fou. C'est le pire endroit au monde où il peut t'arriver ça quand même. Mmh. Donc, comment vous avez, enfin comment toi tu as réagi, peut-être par rapport à cet imprévu-là, mais peut-être aussi à d'autres qui étaient vraiment des trucs qui t'ont touché, peut-être plus toi en particulier, mais ouais, je suis curieux de savoir comment tu maintiens cet état d'esprit, une fois que tu es dans les conditions réelles? En fait, c'est une bonne question parce que, plusieurs personnes, plusieurs équipes partent, tu sais, sur un terrain, qui peut être super engageant sans nécessairement être Oui, préparés ensemble. Puis, ben, ça peut amener des situations assez complexes. Je pense qu'en préparant, d'une façon où on a des discussions sérieuses, tu sais, on a abordé plusieurs sujets ensemble, puis c'est ce qui nous a permis de voir si on était prêt à partir. Qu'est-ce qui arrive si, quelqu'un revient pas? Qu'est-ce qui arrive si, oui, il y a une maladie? Qu'est-ce qui arrive si, on fait face à des problèmes, au niveau de l'équipe? Donc tout ça a été abordé. Puis la préparation, j'aurais pu dire que, bon, c'est la préparation de nourriture sèche, de la nourriture lyophilisée qu'on prépare puis qu'on doit mettre dans nos traîneaux, mais la grande majorité de la préparation, ça a été ça, c'est de la prep mentale. Puis, ben,
après avoir abordé ces questions-là, euh, après savoir que tout le monde était aligné sur les mêmes valeurs, euh, ben, Mmh. on pouvait aller plus loin ensemble. Puis ensuite, ben, c'était de travailler notre cohésion d'équipe. Donc, on est allé dans l'ouest du Canada, sur le glacier Athabasca, puis le Columbia Icefield, en fait, qui était un endroit qui ressemblait vraiment un peu à ce que l'Antarctique pouvait nous offrir comme terrain. Puis là, ben, c'était de voir notre préparation physique et mentale. Puis même là, on a fait face à quelques avalanches, donc ça nous préparait. Puis c'était je dirais la somme de tous nos accomplissements, toutes notre préparation, ben c'était ça. Donc voilà. C'est super intéressant de t'entendre expliquer la partie préparation mentale et valeurs d'équipe. C'est pas forcément quelque chose, qu'on entend souvent. En tout cas, j'ai l'impression, hein, je suis pas du tout dans ce monde-là, mais pour avoir, tu vois, avoir regardé des documentaires des préparations d'expédition, on voit plus généralement la partie logistique, en fait. Mm. Tu vois les galères dans les transports et partir à l'autre bout du monde avec tout le matos. Mais on voit, enfin, c'est la première fois que j'entends parler de ça, tu vois, de l'alignement sur les valeurs, de visualiser en fait les différentes situations qui pourraient arriver et comment l'équipe réagit. Mm. Hyper intéressant. Je pense que c'est en arrivant par contre sur le terrain qu'on on a vu la réalité, qu'on l'a capté. Puis pour moi, ça a été de voir mes acolytes, tu sais, dans des situations où moi je les voyais comme des super-héros, tu sais, parce que c'était deux femmes qui m'accompagnaient, puis trois autres hommes. Et de voir mes compagnes féminines qui étaient dans un effort constant à lever les traîneaux, puis à lever les sacs, puis à avancer sur le terrain. C'est quand j'ai vu qu'elles avaient autant de difficultés que moi là-dedans, qu'on s'est tous dit ensemble, est-ce qu'on va y arriver? Ça nous a tellement joints comme équipe, tu sais, puis ça Mmh. nous a vraiment rapprochés parce qu'on savait pas si c'était possible d'arriver au bout. Puis aussi, ben, ouais, c'est là qu'on a compris que ça allait pas être une partie de plaisir tous les jours. Puis c'est là que j'ai eu aussi une crise de panique, là. Après 15 jours, je me suis dit, c'est pas possible que je puisse continuer parce que je me disais, c'est encore le double du temps que je vais devoir passer sur le terrain. Et moi, je me disais, bah, une crise de panique, c'est pas pour moi, tu sais, c'est les autres qui ont ça. Je me connais Ouais. assez, puis je suis une personne très calme, ça m'arrivera jamais. Puis, dans une tempête, on a avancé seulement 700 mètres, puis c'est là que je me suis dit, OK, ben, ça va plus. Et ce que j'ai appris de cette situation-là, c'est que le lendemain matin, on se relève, puis vu qu'on n'a pas le choix d'avancer, ben, on met un pas devant l'autre, puis à un moment donné, on est allé à notre plus bas, puis il faut se relever. Puis on n'a pas le choix, il faut sortir, hein. Il faut retourner au bateau. Donc ça m'a appris à me dire que même si on vit notre plus bas moment, par exemple en XP, ben c'est pas grave parce que ce qui va arriver après, ben ça va juste pouvoir être plus facile. Fait que un pas après l'autre. Ça, c'est de la résilience. Ouais, C'est un très beau message, hein, en gros, la lumière au bout du tunnel. exact. Et c'est vrai que, oui, je suppose que dans l'Antarctique, en plein milieu d'un white-out ou d'une tempête, c'était voilà, faut arriver à se le rappeler quand même. Moi, j'ai une petite question parce que tu parlais de tes 2 acolytes, féminines, qui étaient avec toi, qui tiraient leur poulka, leur traîneau, mais ce que j'ai vu sur ton site, c'est que toi, donc tu l'expliquais, ton rôle dans ces expéditions, en fait, c'est de documenter, de ramener des images, des vidéos pour, inspirer les gens avec voilà, des moments forts que tu captures. Mais en fait, tu as un équipement de malade. Tu enfin, tu pas juste un appareil photo ou un smartphone. Tu as des trépieds, tu as des stabilisateurs, Mm. ça représente combien de poids et je sais pas si tu peux le quantifier, mais de complexité en plus pour toi dans ces expéditions? Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est environ peut-être un tiers de mon équipement en poids. Je pourrais pas dire, mais
C'est ouais, le tiers de mon équipement, de mon poste, Waouh! c'est de l'équipement de communication, que ce soit une balise pour, transmettre du signal, Wi-Fi, avoir un hub, pour envoyer du data. Sinon, ça va être, des, panneaux solaires, pour la recharge des batteries. Attends, pardon, juste pour être sûr que j'ai bien Ouais. compris, t'as des bornes Wi-Fi avec toi? Habituellement, il faut parce qu'on travaille en communication, habituellement avec des gens, pour transmettre, l'endroit où on se trouve ou, c'est, OK, c'est pertinent des fois de pouvoir envoyer des images. Fait que, ouais, c'est ce qu'on excellent. fait. Ouais. Puis, ben, il y a les panneaux solaires, il y a ensuite, des batteries, des caméras qui sont en double s'il arrive quelque chose. Donc, il y a tellement de, de choses qu'on pense pas à la base, mais qu'au final, Ouais. c'est super lourd. Et pour avoir une idée, quand tu es revenu de l'expédition, après les 30 jours, tu avais combien de je sais pas, tu avais combien de gigas de vidéos, par exemple? Combien de photos, pour avoir une idée un peu de ce que ça représente après derrière, pour tout monter, trier et cetera? Donc, Si tu te rappelles, je sais pas. j'avais à peu près, 5 cartes, mémoire de 125 gigs, de remplis, ce qui était pas tant que ça, mais, ça me faisait un bon moment de, de dérochage là, comme on dit là. Mais ouais, 5 5 fois 125. Donc là, on vient de parler d'une de tes expéditions qui a été, si je me trompe pas, la première grosse, expédition que tu as fait. Tu commencé c'est bien, tu as commencé direct par l'Antarctique, comme ça met tout le monde dans le bain sur la suite du programme. Mais en fait, depuis, et si ça te va, j'aimerais bien qu'on parle de ça. C'est qu'en fait, depuis, tu as fait plein d'autres choses et pas seulement des expéditions, polaires, puisque tu as aussi fait, une longue expédition de 2000 kilomètres, au Canada en canoë. Tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure mais tu as aussi fait une transatlantique avec Esprit de Corps. Ouais, Tu fais aussi du trail, je crois que tu as gagné, il y a pas si longtemps que ça un gros trail, dans les Pyrénées, il me semble. J'ai vu qu'il y avait 7000 mètres de dénivelé. Donc j'ai l'impression que tu touches vraiment à plein d'activités différentes, en outdoor. bah, j'essaie un peu de me tenir, toujours, sur le point où l'entraînement, par exemple dans une course de trail qui peut être super courte, peut-être de 2 jours. Là, on parle, mettons, pour un 120 kilomètres comme au Grand Raid des Pyrénées. C'est un entraînement pour moi qui me permet de toujours rester un peu, active. Même si j'ai pas d'expédition prévue, je me dis: «OK, ben, l'entraînement va être pour, cette grande course-là, cette course de trail-là». Ça va me permettre de rester en forme, puis d'avoir l'énergie pour pouvoir aller en expé plus tard. Fait que ça reste important pour moi d'être prête. D'accord, OK. Donc 125 kilomètres, c'est ton entraînement pour les expéditions. D'accord. C'est autre chose, C'est mais ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'aventure en kayak, de cette expédition en kayak, ce que ça représentait pour toi? Parce qu'il y a autant l'Antarctique, j'ai l'impression qu'il y avait, la mission était peut-être un peu plus, scientifique, découverte, mais je crois que ton expédition sur le Yukon, là, il y avait plus une dimension en fait, culturelle, hein, si j'ai bien compris. exactement, je suis partie, en 2016 pour une expédition qui s'appelait Pull of the North, une expédition qui avait été créée par, un aventurier anglais qui s'appelle Ian Finch. Puis cette expédition-là, c'était pour un peu aller à la rencontre des communautés sur le bord de la rivière, Yukon, qui partait de Whitehorse, une ville, dans l'ouest du Canada, et qui allait se déplacer à travers tout l'Alaska, en suivant la rivière jusqu'à, la mer de Bering, et le petit village de Emonak qui est situé là, à la toute fin de l'Alaska. Donc ça a été un bon 2 mois de canot sur la rivière pour filmer, les gens qui habitaient, aux abords de la rivière. Donc, oui, c'est vrai, c'était vraiment moins dans l'effort physique, c'était vraiment plus dans, le partage avec les gens.
malgré que chaque jour, ben, il fallait se déplacer. C'était environ une trentaine de miles de canot. Donc, c'était quoi? Ah, quand même. Ouais, peut-être 45 kilomètres de canot. Ouais. Et on était quatre, dont un photographe, quelqu'un qui s'occupait plus du documentaire, puis quelqu'un qui était vraiment formé plus un spécialiste du canot. Alors, ben, ça a été quelque chose d'aller à la rencontre des gens parce que c'est pas facile toujours de recueillir des commentaires. Puis je pense que d'être devant les gens pendant des journées entières, je voulais être prête à leur poser plusieurs questions. Fait que c'est sûr que je passais vraiment du temps avec eux. Puis c'est pas dans le documentaire, tu sais, c'est pas des images recueillies tout le temps qu'on a passé avec les gens, mais tu sais, c'est juste un 2 Mmh. minutes dans le film, dans le documentaire, mais ben, tous ces échanges-là, c'est tellement puissant, puis ça nous a tellement appris d'en apprendre, ça nous a vraiment touchés de savoir que, par exemple, dans la rivière Yukon, euh, les saumons ont presque arrêté d'aller jusqu'au bout, puis ça, c'est à cause un peu de problèmes des mines qui sont dans le coin de cette rivière-là. Ah, Euh, d'accord. puis les gens nous en parlent comme ça, puis ils savent plus quoi faire, puis c'est fou. Il y a la langue aussi qui se perd tranquillement. Les gens là-bas commencent à parler seulement l'anglais, puis délaissent leur langage. C'est des communautés qui sont reliées avec le langage athabasca, qui est la langue qui regroupe plusieurs communautés au Canada et en Alaska. Puis ça se perd tranquillement. Donc, de parler avec les gens, ça a été quelque chose. Mais encore une fois, par rapport à la situation d'équipe de Pull of the North, passer 2 mois dans une petite tente là, avec 3 autres personnes, c'est sûr que ça l'amène des situations où il faut gérer des conflits, où il faut travailler ensemble, puis il faut prendre sur soi aussi. Fait que ça a été vraiment super. J'ai tellement grandi de ça parce que euh, j'ai appris beaucoup à- même dans la douleur, parce que c'est assez douloureux là, de faire ce nombre de kilomètres-là par jour, d'accepter d'accepter mes limites peut-être. Ça a été vraiment le plus grand apprentissage. Puis Mmh. de le partager avec les autres. Ça a été mon plus grand apprentissage de cette expédition-là. Et ça, tu t'en es rendu compte quand, que tu avais réussi à accepter tes limites? C'est quelque chose que tu as été obligé de faire pendant l'expédition ou c'est maintenant, après, quelques années de recul que tu t'en rends compte? Ouais, c'est sûr que au début, quand on part dans un système comme ça d'aventure où on fait quelques kilomètres par jour, puis on est tous ensemble là-dedans. Au début, je pense que tout le monde essaie un peu de montrer qu'est-ce qu'il est Ouais. capable de faire, tu sais. On essaie de se montrer au meilleur de soi-même, mais quand tout ça tombe, quand on redevient un peu plus proche de nos valeurs, ben c'est là que ça devient intéressant. Puis encore une fois, comme on parlait tantôt des montagnes, ben il y a rien à cacher. Puis quand on cache des Mmh. choses, ça nous revient toujours en pleine face, tu sais, par rapport à c'est notre corps qui, à un moment donné, qui casse. Fait que l'apprentissage s'est fait peut-être en fin d'expédition. J'ai compris que je pouvais faire confiance à ces personnes-là, puis que c'est pas parce que justement il y a une journée où ça va moins bien, que l'équipe va nous laisser tomber, hein. On travaille tous ensemble, puis Mmh. s'il y a une journée où ça va moins bien, ben quelqu'un d'autre prend en charge. Puis même chose pour moi, des fois quand j'allais mieux, ben j'étais capable d'en prendre plus. Puis on s'échangeait comme ça les tâches. Fait que c'est l'honnêteté, puis d'être vraiment authentique avec les autres, c'est ce que j'ai appris. Et ça, c'est quelque chose, tu avais eu la même approche que pour l'expédition, ta première expédition en Antarctique? C'est-à-dire que vous aviez d'abord échangé sur,
enfin, vous aviez eu cette phase de préparation mentale que tu décrivais tout à l'heure pour Pool of the North aussi? On était une équipe internationale. J. Cole venait de Brooklyn. Martin et moi, on était québécois, puis Yann était de Londres. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés à se rencontrer avant l'expédition. Euh, D'accord. les points étaient moins ancrés en nous, donc il a fallu vraiment faire le bilan sur les buts de l'expédition. Euh, C'était quoi profondément pour chacun nos qu'est-ce qui allait nous mener au bout parce qu'on en avait tous des différentes. Fait qu'on, il a fallu trouver une raison commune, un but commun à tous pour être en mesure de se dire, OK, ben, on cherche tous la même chose et non pas des petites victoires séparées. Puis ça nous a rejoints, Mmh. mais ça, on a dû se faire une pause au début de l'expédition pour s'en parler parce que c'était pas clair. Puis quand, même chose qu'en voilier, peut-être que Maxime le dira, mais quand avec les voiles, on sait pas trop où on s'en va, l'itinéraire est pas clair, c'est là que ça casse. Donc, Mmh. c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que il fallait, à un certain moment, refaire un bilan avant d'aller plus loin. C'est hyper intéressant et savoir où tu vas pour être sûr de la direction, en tout cas, ouais, de la direction même générale à emprunter. Mais c'est clair que quand tu es une équipe, j'imagine que, hem, Mmh. c'est peut-être plus efficace de savoir, ouais, de quel côté on veut tous ramer, quoi. Ouais, exactement, puis c'est comme pour une équipe de travail, hein, c'est Ouais. de travailler sur, tu sais, 12 mois pendant 1 an sur un projet. À un moment donné, c'est clair on va un peu, plus dans une direction qu'une autre. Fait que juste de remettre l'essentiel, la base, tu sais, en anglais, le purpose puis l'engagement, Mmh. très précis, ben, à ce moment-là, après, ben, l'enlignement est vraiment plus facile. Donc, ouais, je pense. Donc on vient de couvrir 2 expéditions, heu, ouais, c'est déjà fou de voir tous les apprentissages que tu en as tirés. Hem, quel âge tu avais si c'est pas indiscret quand tu t'es lancé en 2014, pour l'Antarctique? Je pense que ouais, j'avais 23. Waouh! Ouais, Ah ouais, donc super jeune. ouais. La raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est pour parler de la partie un peu cachée de l'iceberg, tu sais, ce dont on parle pas trop quand on voit des profils d'aventuriers, explorateurs, sportifs, entrepreneurs. C'est les efforts, c'est les sacrifices, c'est ce dont tu as déjà un peu parlé, tu vois, les, hem, heu, les imprévus. Mais je dois avouer que, ça fait quand même rêver de voir ton parcours, hein, même si j'imagine qu'il y en a eu des sacrifices et des imprévus. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a, enfin, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer, quand même assez jeune, directement sur une expédition, en Antarctique et après d'enchaîner avec des super projets à chaque fois? Ben, je me suis posé la même question parce qu'après l'Antarctique, je savais pas vers quoi je voulais m'enligner. Puis, il a fallu que je revienne en arrière, puis que je me pose des vraies questions par rapport à ce que je voulais faire dans ma vie. Puis j'ai retrouvé en moi peut-être d'où ça me venait, le but de faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. Puis moi, ma passion, c'était vraiment de filmer les gens, puis d'aller à leur rencontre. Alors, ben, je voulais savoir, c'est ça, d'où ça provenait. Puis, ma sœur, elle, quand elle était plus jeune avec moi, on s'assoyait autour un feu de camp à l'extérieur et on était tous ensemble avec la famille, les grands-parents, les oncles, puis les tantes. Puis, elle racontait des choses, des légendes. Puis, j'ai toujours été amenée à me dire que c'était les plus beaux, moments de ma vie. Puis, de me replonger là-dedans, j'avais envie de faire vivre cette émotion-là aux autres. Donc c'est vraiment comme ça que c'est venu. J'ai maintenant envie de D'accord. faire la même chose. Puis donc c'est venu de là ma passion. Puis ma sœur m'a toujours inspirée à à confronter mes idées. Puis, elle, c'est une grande artiste, puis, à un moment donné, plus jeune que moi, elle a dit, clairement que c'est ce qu'elle voulait faire dans la vie, devenir artiste. Puis je me suis dit: «Ben, c'est tellement, c'est ça vient d'elle, c'est puissant». Puis, elle a
il y avait aucune façon qu'elle puisse revenir en arrière. Donc, la façon qu'elle affirmait directement qu'elle était une artiste, ça m'a vraiment inspirée à vouloir faire la même chose. Même si mon métier était pas très clair, j'ai essayé de le nommer. Puis dès que j'ai nommé le métier de cinéaste d'aventure, ben pour moi, c'était une révélation. Puis je me suis dit, OK, ben à partir de là, ce que je vais faire, c'est juste du cinéma d'aventure, des documentaires qui sont reliés au plein air, à des gens qui m'inspirent. Puis juste le changement de paradigme entre le fait que je savais pas trop quel enlignement je voulais prendre et le moment Mmh. où j'ai fait la même chose que ma sœur. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Je suis rendue là. Donc, ça a été ce qui a changé. Puis à partir de là, j'ai commencé à travailler avec des petites compagnies montréalaises, des gens que je connaissais autour de moi, qui voulaient un peu amener leur brand à évoluer d'une façon plus outdoor. Et ben, c'est comme ça que ça a commencé, avec des gens qui m'ont fait confiance. Puis de plus en plus, mon réseau a grandi. Puis après, ben, c'était des gens qui sont venus me voir, qui me connaissaient pas, mais qui avaient entendu parler du travail que je faisais, qui m'ont approché. Puis entre les petits mandats vidéo, tout ça, de compagnies avec lesquelles je travaille, que j'adore faire aussi, ben il y avait des grandes expéditions auxquelles je prenais part. Puis c'est sûr qu'au début, Expé Antarctique, les gens me faisaient pas confiance dans le sens qu'ils croyaient pas que j'allais être capable. Mais de plus en plus, maintenant, là, je peux enfin avoir ma part dans une expédition sans qu'on me questionne trop. Puis Mmh. c'est bien aussi, tu sais, de, de pouvoir créer mes propres expéditions, puis d'amener d'autres gens à en faire partie. Ouais. Alors justement, parlons-en, Mhm. puisque je regarde mes notes en même temps, mais j'étais plus sûr du nom. Le projet Kamanik, c'est ça? Ouais, exactement. En 2017. Donc là, ça a été ta première, la première expédition, le premier projet d'expédition que tu as monté toi-même, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Kamanik, c'était un projet de documentaire à la base. Donc, c'était moins quelque chose qui allait faire rêver sur la distance, mais qui allait avoir des propos dans le documentaire qui allaient être puissants. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un message percutant au lieu d'avoir une Mhm. distance là, qui était plus difficile à accomplir. Donc, j'ai demandé à une fille super intéressante qui s'appelait Charlotte Kamanik, qui vient de Igloolik, un petit village dans le nord du Canada, de se joindre à moi. J'ai demandé aussi à des copines qui habitaient euh, je pense que c'était en banlieue de Montréal, au Québec. Puis à une réalisatrice aussi. Donc on était cinq femmes au total, donc trois qui allaient être devant la caméra, à courir dans le parc Couraujoac, un parc qui est dans le nord du Québec, qui est géré par les parcs Nunavik, à faire du trail Mhm. running. Donc d'amener trois filles avec vraiment des façons de vivre différentes, à se retrouver dans la nature puis à échanger. Ça a créé un documentaire qui m'a surpris moi-même parce que les filles ont été tellement authentiques que ça paraît devant la caméra, puis on était vraiment face aux éléments. Dans nos petites tentes, les filles avaient vraiment peu dormi à l'extérieur, donc ça a été quelque chose de filmer toute leur première fois un peu, Ouais. puis d'avoir les commentaires de Charlotte par rapport à un peu le racisme qu'elle vivait ouais, au Canada, pour dire les mots comme ils sont. Euh, c'était quelque chose de vraiment intéressant à filmer. Puis c'est un des projets documentaires là, que j'ai aimé vraiment faire. Comment tu détermines les moments à saisir, tu vois, quand sortir ta caméra, ton appareil photo, parce que, alors peut-être plus dans tes projets en Antarctique et sur le canot, par exemple, quand tu as descendu le Yukon, mais j'imagine que
physiquement, tu dois déjà être parfaitement concentré sur ce que tu fais, surtout si tu es en cordée, notamment. Mais malgré tout, ta place dans l'expédition, c'est de tout filmer, de tout capturer. Comment est-ce que tu arrives à déterminer les bons moments, quand être prêtre, quand être, Mmh. prête, je vais y arriver, que saisir et ouais et pour au final rester focus sur l'objectif quand même? Mmh. C'est difficile de se dire que, on a, à chaque moment, il y a quelque chose de formidable qui peut se créer. Il y a un moment à filmer, Ouais. faut toujours être prêt. Donc, c'est aussi le fait de se dire que, OK, ben, il faut des fois aller devant les personnes pour les filmer, que ce soit en montagne ou, en train de skier sur la glace. Faut prendre les devants, puis faut aussi être assez discret. Donc, c'est vraiment quelque chose où, on se dit: «Bon, la caméra, ben, c'est toujours avec nous, hein, c'est comme notre, 2e œil». Hem, Mmh. c'est assez, difficile de revenir à la maison, puis, j'ai toujours un peu le réflexe de sortir la caméra à tellement de moments, même quand je suis plus en train de faire le documentaire parce que ça devient tellement naturel en moi, heu, que ça peut être, ouais, c'est demandant comme travail. Puis, c'est pour ça qu'à la fin de l'expédition, habituellement, tout le monde fait la fête. Puis, moi, dès que j'arrête de filmer, là, c'est, OK, faut que j'aille dormir parce que c'est trop, là. Je dois décrocher. Ouais. Mmh. Ouais, donc hyper intense. Ouais, vraiment intense. C'est-à-dire que toi, en fait, tu fais 2 expéditions en une quelque part? Ouais, il faut que je sois prête à, physiquement, là, à me dépasser à chaque moment. Ouais. Et comment tu te prépares à ça, physiquement? Donc tu nous as dit que tu faisais, voilà, parfois tu avais des gros événements comme des ultra trails, qui sont des étapes importantes pour ta préparation, mais peut-être sur le long terme, plus fréquemment, à quoi ça ressemble tes semaines, quand tu prépares une expédition? Heu, c'est drôle parce que oui, la période de préparation physique, où, ben, je vais essayer, ouais, de courir environ, une vingtaine de kilomètres par jour. Je vais travailler Oh sur, waouh! mon alimentation. Heu, quand j'ai des expéditions où c'est plus dans des milieux, froids, ben, il faut falloir que je mange, différemment. Il faut falloir que j'ajoute beaucoup de gras dans mon alimentation, comparé à d'autres expéditions ou des courses où là, ben, c'est une préparation très intense, mais, quelques mois avant. Ça dépend toujours de ce que je vais faire, soit du canot ou, que ce soit, du ski ou tout ça. Fait que ça peut différer, mais, faut que je reste toujours au meilleur de mes capacités parce que je sais jamais, si je vais être appelée pour, joindre, des gens, déjà sur le terrain. Fait que j'essaie Mmh. de toujours être prête. Fait que les courses m'aident beaucoup, la marche en montagne. Sinon, je suis pas la personne qui va, toujours être en activité non plus. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit souvent, juste les expéditions, mais Ouais. quand on fait des documentaires, il y a la post-production. Moi, je fais le montage, puis tout ce qui vient après, avoir filmé les images. Puis ça peut prendre, tu sais, l'expédition peut prendre 1 mois, mais le montage, tout ça peut prendre, 2 mois, 3 mois facilement. Fait que c'est des moments où je me retrouve assise sur une, chaise, puis je suis, le contraire d'active, là. C'est un café le Ouais. matin, un autre, à midi, puis, ça continue dans l'après-midi sans arrêt, sans que je sois sortie. Donc c'est un peu, des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ouais. Et quelle est ton approche du coup quand tu fais ces montages? C'est quoi ça part de quoi? Tu as une idée, des émotions que tu veux transmettre ou tu pars d'une musique? Tu pars, comment tu organises Mmh. un petit peu tout le fil créatif? Bah, habituellement, quand j'ai un projet documentaire que je veux vraiment réaliser, ça part d'un personnage, d'une personne OK. que j'ai rencontrée ou d'un milieu, de plein air que je veux mettre de l'avant. Puis ensuite, ces personnages-là vont avoir une voix qui va vraiment m'inspirer, qui vont créer la trame narrative de l'histoire. Puis ensuite, je vais ajouter, ouais, un environnement sonore qui va me faire vibrer. Puis je veux vraiment que les gens se retrouvent,
amener, transporter dans l'aventure. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'utilise une caméra qui est assez franche, qui va permettre aux gens de se sentir à la même place que moi, avec des plans vidéo qui sont longs, qui sont un peu comme si on se retrouvait sur place avec les aventuriers. Fait que j'essaie d'avoir cet œil de caméra-là. Puis ensuite, ben, c'est c'est le montage, donc c'est pas c'est d'avoir une espèce de ligne directrice. Puis quand on est un peu comme en expédition, quand on a notre idée en tête de ce qu'on veut voir à la fin, avec un message qui est clair, heu, par exemple, j'aime, j'aime vraiment faire parler les gens par rapport aux problèmes peut-être environnementaux qu'il y a dans la région d'où ils proviennent. Ben, je vais mettre ça de l'avant. Fait que je vais aller prendre certaines portions qui sont percutantes dans leur message, puis je vais me débrouiller pour mettre ça de l'avant. Mmh. De la détermination, dans le montage également. Ouais, C'est oui. c'est pas la partie que je préfère par contre. Mmh. Ouais, j'imagine que si tu dois jongler avec les phases hyperactives, 30 jours en Antarctique où les émotions doivent être dingues et après, quelques mois assis sur une chaise, Ouais, ouais. Mais tu, heu, c'est enfin ta situation actuellement, avec tout ça, puisque tu étais directrice, je crois, de la communication pour une entreprise, avant de faire le grand bond dans l'outdoor. ouais. Hem et aujourd'hui, encore une fois, hein, si on parle de cette partie cachée de l'iceberg, sans peut-être rentrer dans les détails, mais qui enfin, quels impacts est-ce que ça a eu, financièrement, pour toi? Tu vis la vie, que tu voudrais vivre ou c'est quand même beaucoup de sacrifices de travailler dans l'outdoor? Ben, en fait, au départ, c'était pour moi de je me dis presque que c'était une décision qui était, c'était disons très audacieux, je pense, Ouais. de quitter mon emploi à ce moment-là. J'étais certaine que j'avais pris la mauvaise décision, que j'allais revenir sur mes pas. Puis j'ai décidé de pas le faire malgré que je gagnais très peu là, puis, le 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 fait de devenir autonome m'amenait, beaucoup de problématiques à certains niveaux, tu sais? Puis c'est aussi beaucoup d'équipements, faut Mmh. toujours être, dernier cri, tu sais, par rapport aux caméras puis tout ça. Et bah, j'ai investi beaucoup, puis je pense qu'en investissant, ça nous permet d'avoir un œil nouveau. Donc un peu comme un animal qui doit, se nourrir, on devient, des chasseurs. Puis quand on devient chasseur, on regarde plus d'opportunités autour de nous. On Mmh. est à, on recherche, puis ça, c'est une belle période où, on voit les opportunités qui sont devant nous. Fait que ça a été ça un peu les années qui ont suivi. Puis, dans cette période-là, bah, j'ai commencé à être créative, puis ensuite, la tension s'est relâchée, puis j'ai réussi à garder le flow des projets. Puis en ce moment, dès qu'on est inspiré, je pense que ça doit arriver à plein de gens, aussi dans le domaine de la création. Quand on est inspiré, ben, on arrive à communiquer très bien avec les autres, nos idées, nos projets. Puis je crois que Ouais. c'est ce qui est beau là-dedans, c'est le flot d'énergie qui est constant. C'est la rivière qui coule, puis ça reste, intéressant. Je pense que, à chaque moment, je dois réfléchir à qu'est-ce que ça va être le prochain mouvement. Là, je viens d'écrire un livre, ça me permet Heu, de pas avoir trop à penser, tu sais, à mes prochaines expéditions, prochaines collaborations parce que, là, je peux me reposer un peu, penser à peut-être en réécrire un deuxième, puis, c'est un peu toujours comme ça. Faut se réinventer, je pense, Ouais. aujourd'hui surtout là, dans le domaine du freelance puis du vidéo, des communications, c'est, toujours à refaire, toujours à se questionner, puis Faut que tu dises à ton éditeur d'ailleurs qu'il faut absolument il le publie en Europe aussi, hein. ouais, j'aimerais bien, hein. Ce serait Ça serait super. cool, ouais. Mmh. Ouais.
OK, donc ouais, des sacrifices, mais comme tu dis, j'aime bien l'image que tu utilises du chasseur, c'est-à-dire que quand tu, quelque part, c'est ce que j'ai compris, hein, que le fait de te lancer à fond, et sans filet de sécurité, quelque part, ça t'a ouais, ça t'a mis dans un état d'esprit où tu étais, beaucoup plus peut-être, en observation et prête à saisir la moindre opportunité. Ouais, tu sais, C'est je pense intéressant. qu'il faut faire attention aussi, puis c'est pas juste en restant ouvert aux opportunités là que tout Mmh. va arriver à nous facilement. Heu, En ce moment, tu sais, on a des plateformes qui rejoignent tout le monde entier, fait que c'est super facile de voir la démesure là-dedans, puis d'être un peu stoppé par le phénomène de se dire qu'il y en a d'autres des meilleurs que nous, tu sais. Mmh. Hem, Quelqu'un peut faire mieux que moi, mais je pense qu'il faut pas arrêter là, puis il faut juste continuer, puis tranquillement, on crée sa propre niche, puis si on est proche de nos valeurs, ça transparaît à travers nos actions, puis, on trouve les gens qui veulent se joindre à nous, tu sais, plus facilement. Complètement d'accord avec toi. Mmh. En parlant de gens qui veulent se joindre à toi, c'est quoi la prochaine expédition? Ben, la prochaine expédition en ce moment, je pense que je dirais que c'est, le le, mmh, le Svalbard en janvier. C'est d'essayer d'aller là-bas. Génial. Ouais, puis c'est un endroit que je connaissais peu. J'y vais avec, mon copain puis l'explorateur, polaire qui s'appelle Vincent Colliard. Fait que j'en ai beaucoup à apprendre là-bas sur le terrain encore parce qu'on va faire, probablement 2 mois dans le noir, avec les aurores boréales puis les ours polaires à essayer de se déplacer là, pendant, c'est ça, un bon 60 jours là, sur le terrain. Fait que Waouh! je crois que je vais en apprendre beaucoup. Fait que, ça va être filmé, puis il va y avoir aussi, une série de documentaires, qui vont venir par la suite. Mais, là, on attend les permis, là. Je suis en Norvège pour les prochains mois, voir si c'est possible d'entrer, sur le terrain. Mmh. Et là, la mission de puisqu'on a beaucoup parlé de mission pour les expéditions, juste avant, la mission de votre expédition, si tu peux nous en parler? La mission de cette expédition-là, ben, ça va être, de voir si on peut faire une première, mais, en hiver, une première hivernale. Puis ça va être, de filmer, une expédition, par rapport à un couple. Donc, ça va être, OK, quelque chose, de nouveau pour moi. On travaille avec une compagnie qui filme, je serai pas la seule à filmer, fait qu'on filme un peu notre histoire. Alors, mon, ma grande, la grande nouveauté là-dedans, c'est que j'ai pour moi, ça va être vraiment nouveau d'être, pas derrière la caméra, mais devant. Alors, ça va être un bon défi. excellent. Et on pourra suivre ça quelque part? Ouais, ben là, on espère que ça va se rendre de l'autre côté, vers la France, mais, au Québec, ça devrait être présenté, heu, à plusieurs endroits, là, peut-être, des chaînes, québécoises, puis sinon sur le web, là, OK, ouais. Mais je vous tiendrai au courant, c'est OK, certain, les frappés. top. Bah, je mettrai, si je mettrai tous les liens de toute façon pour tes autres expéditions, en description et tes profils où on peut te suivre. On arrive déjà quasiment à la fin. C'était absolument passionnant, mais peut-être une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à d'autres frappés, des frappés en herbe qui voudraient se lancer sur des projets d'expédition, ce serait lequel? Comment est-ce qu'on trouve une expédition? Comment est-ce qu'on trouve un projet? Quel conseil tu donnerais par rapport à tu as parlé de niche, Ouais. comment créer sa niche quand on est en train de se lancer? Je pense que le conseil numéro un, c'est la patience, puis par la patience de prendre son temps. C'est vraiment, pour moi, ce qui m'a aidée dans le passé, c'est de pas aller à la première opportunité qui Mmh. se montre à nous, mais d'aller avec celle qui est le plus affiliée à nos valeurs, puis celle qui nous fait vraiment vibrer. Heu, J'essaie de m'aligner pour ma part avec les projets qui ont une valeur. Puis par rapport à ça, ben, c'est ce qui peut-être, me donne envie de me dépasser. Puis
je pense que chaque personne à l'intérieur d'elle porte une valeur qui a envie de partager aux autres. Donc, c'est quoi cette valeur-là? Et quand on Mmh. trouve le corps, quand on trouve cette émotion-là, ce désir-là de partager, ben, le reste vient tout seul. Donc, c'est un peu ça. Se connaître soi-même peut-être Ouais. pour, Mm. ouais, très, très bon conseil. Super. Bah, écoute, un très, très grand, merci Caro de nous avoir fait voyager avec toi à travers toutes ces expéditions. Ça franchement, j'ai adoré, ça m'a fait rêver. Mm. Donc vraiment top que tu bah, que tu pu, ouais, tu pu partager, tous ces moments, tout ce que tu as vécu de l'intérieur de ces expéditions exceptionnelles. Moi, de mon côté, je vais attendre les autres épisodes, puis je suis sûre que ça va m'inspirer à aller de l'avant dans mes projets qui s'en viennent. Génial. Bah, écoute, un grand, grand merci. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Encore une fois, je mets, tous tes comptes le mieux pour te suivre, c'est j'imagine Instagram et ton site internet? Ouais, exactement. C'est là qu'il y a le plus Ouais? d'informations jour après jour. OK. Donc je mettrai tout ça en description de l'épisode et puis, ben, on suivra très attentivement la suite de tes aventures, du coup. Super. Merci Caro. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré, pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez, nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!